ma présentation en parlant, évidemment, peut-être pas du détail du projet, mais du contexte international du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié, qu'on reconnaît sous l'acronyme GNL. Donc, il y a eu plusieurs rapports cette semaine. Il y en a un intéressant de l'Organisation des Nations Unies où on représente, on parle souvent des émissions de gaz à effet de serre pour les différents pays, mais on le représente en tant que les émissions sur le territoire. Et ici, on les représente sur les émissions qui sont les combustibles fossiles qui sont extraits du territoire et qui vont causer, évidemment, des gaz à effet de serre par la suite. Donc, on reconnaît ici que le Canada se situe quand même au 9e rang. Donc, en termes de responsabilité dans les changements climatiques, dans le réchauffement planétaire, je pense qu'on a vraiment, malheureusement, notre mot à dire avec 950 millions de tonnes à l'heure actuelle, alors que la France ne serait responsable que de 2 millions de tonnes. En ce qui concerne le gaz naturel, on est, selon certains, on est le 4e producteur mondial, ou le 5e ici, selon la figure, tout de suite derrière le Qatar, et signalons que les États-Unis sont présentement le 1er producteur mondial à cause, évidemment, de l'essor de la fracturation hydraulique. On en produit 160 milliards de mètres cubes et on en consomme 125 milliards de mètres cubes par année, principalement à cause des sables bitumineux, parce qu'on utilise beaucoup de gaz naturel pour extraire nos sables bitumineux, nos pétroles de nos sables bitumineux. Donc 125, ça en laisse quand même pour exporter, de l'ordre de 84 milliards de mètres cubes par an. Donc on se situe en 5e place, tout de suite derrière les États-Unis. Et le fait étant que les États-Unis sont maintenant le 1er producteur mondial de gaz naturel, c'est difficile pour nous de l'exporter aux États-Unis. Il faut l'exporter sous une autre forme, et c'est pour ça que, comme l'indique ici l'EIA, c'est que à cause de cette impossibilité d'exporter vers les États-Unis, eh bien, le principal moteur pour un futur accroissement de notre production de gaz naturel, bien, ça devra se faire via le gaz naturel liquéfié. Donc, à l'heure actuelle, on a énormément de demandes qui ont été déposées à l'Office national de l'énergie, qui s'appelle maintenant la Régie de l'énergie du Canada, je crois. Et on en compte beaucoup sur la côte ouest, la côte du Pacifique, donc 33, comme on le voit ici en Colombie-Britannique, mais il y en a quelques-unes au Québec, une à Bécancour, une à Saguenay, celle qui nous concerne, et il y en a d'autres aussi sur la façade atlantique. C'est ce qu'on voit ici. Donc, le gaz naturel liquéfié, à l'heure actuelle, ça représente environ 10% du gaz naturel sur la planète. L'autre 20% que vous voyez ici en vert, c'est ce qui est transporté par pipeline. Et les 70%, c'est la consommation domestique, parce qu'on reconnaît, contrairement au pétrole, qu'en général, le gaz naturel, c'est un marché qui est plutôt continental. Donc, on va regarder ce qui concerne strictement le gaz naturel liquéfié. Et on peut voir ici sur la figure que de 2003 à aujourd'hui, c'est allé en s'accroissant et qu'on voit apparaître un certain nombre de pays qui deviennent exportateurs de gaz naturel liquéfié. Et depuis 2017, les États-Unis sont maintenant exportateurs de GNL. C'est ce qu'on voit ici, le petit carré en rose. Dans le prochain graphique, on peut voir que pour une période récente, 2014-2018, le Qatar était le numéro 1 pour exporter le gaz naturel liquéfié, mais l'Australie les a rejoints et il y a les États-Unis qui ont amorcé l'exportation, etc., etc. Et le Canada, lui, se retrouve à la toute fin avec 0, puisque nous n'exportons pas encore de gaz naturel liquéfié. Dans la prochaine figure que je vous ai présentée, c'est les projections pour les 4 prochaines années. Et on peut voir que l'Australie a pris la tête. Elle devrait continuer sur sa lancée, si on peut dire. Mais les États-Unis aussi vont exporter beaucoup à l'avenir. La Russie également ne donne pas sa place. Et également le Qatar. On a appris il y a 2 jours que le Qatar veut pratiquement tripler la quantité exportée de gaz naturel liquéfié. Donc, on se retrouve avec plusieurs joueurs. Et si vous regardez complètement à droite, vous voyez le Canada. Il y aurait le projet Énergie Saguenay. Donc, ça nous amène à peu près à l'échelle de 2 milliards de
pieds cubes par jour de gaz naturel ou d'équivalent de gaz naturel qui serait exporté. Et puis, il y a d'autres projets, comme le projet Petronas, le projet qu'on appelle sur la côte ouest en Colombie-Britannique. Donc, comme on peut le voir, il y a plusieurs joueurs et on est les derniers sur la ligne de départ. Et qu'est-ce qui détermine le fait qu'on se retrouve avec des occasions, si on peut dire, d'exporter? C'est quand notre prix du gaz naturel sur notre marché est beaucoup plus faible que sur les marchés étrangers qui sont en général importateurs, comme l'Asie, le Japon, etc. Donc, on se retrouve avec certains différentiels, et certaines années, le différentiel est très grand, puis on peut voir que ça peut se rétrécir, et ensuite, ça augmente. Donc, à l'heure actuelle, en 2019, comme on peut voir, là, on a un certain écart qui pourrait être suffisant probablement pour exporter en ayant une certaine rentabilité économique. Sauf que, comme on le voit sur la prochaine diapo, il suffit de quelques mois et puis l'écart s'est complètement amenuisé. Donc, encore là, il y a des phénomènes structurels, il y a un certain découplage avec le pétrole, mais je suis sûrement que Éric Pinault et d'autres pourront en parler si nécessaire. Donc, si on revient maintenant à notre projet ici au Saguenay, l'argumentaire du promoteur, c'est que ça va permettre de sauver des gaz à effet de serre ailleurs, parce que le gaz naturel produit moins de gaz à effet de serre que le charbon, par exemple. Donc, moi, j'indique ici aux promoteurs qu'ils ont deux conditions à remplir s'ils veulent faire la démonstration que c'est bel et bien le cas. Il va falloir étudier l'empreinte carbone du GNL et voir si elle est vraiment plus petite que celle du charbon et du pétrole. Et deuxièmement, il va falloir s'assurer qu'il y a une véritable substitution et non pas un accroissement de la demande et du gaz naturel et du charbon et du pétrole, comme on le voit présentement. Donc voilà, en ce qui concerne la première condition sur l'empreinte carbone, on sait que les émissions fugitives sont extrêmement importantes. On considère généralement, dans la plupart des textes, qu'il suffirait de 3% d'émissions de fuite de gaz naturel ou de méthane à l'échelle de tout le parcours, si on peut dire, du gaz naturel pour que ça ne soit plus rentable par rapport au charbon, par exemple. Donc, 3% pour ce qui est des centrales au gaz, mais seulement 1% en ce qui concerne l'utilisation du gaz naturel pour le transport. Donc, juste pour vous remarquer ces deux chiffres-là, dans l'étude du CIREG, au lieu d'avoir 1 et 3%, ils disent qu'il faudrait des seuils de 3 et 15% pour que vraiment ce soit des fuites qui seraient comparables aux gains ou aux bénéfices que la compagnie s'attend à avoir. Donc, là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Là. Ici, il y a une autre étude cet été de Howard qui, lui, a fait des mesures isotopiques dans l'atmosphère et, en faisant quelques hypothèses, est arrivé à un taux de fuite de l'ordre de 3,5%. Donc, si on regarde toujours le 1 et le 3% de taux de fuite maximal, ou les seuils où le gaz naturel est plus bénéfique par rapport au charbon, on peut s'apercevoir que là, on est au-dessus. Ça pourrait même être pire que le charbon. Donc, les mesures isotopiques, évidemment, ce qui est compliqué dans le jeu, c'est que si on considère différents hydrocarbures, les signatures isotopiques sont pas mal semblables. Et quand on les compare, mettons, avec d'autres d'origine biologique, etc., on s'aperçoit qu'on a un tableau qui n'est pas très clair, mais il y a des scientifiques à l'heure actuelle qui essaient d'être le plus minutieux possible pour aller chercher la provenance du méthane qu'on retrouve dans l'atmosphère et faire un bilan le plus exact possible de la situation pour savoir c'est quoi qui est dû. Est-ce que c'est les vaches qui sont en cause? Est-ce que c'est nos lieux d'enfouissement ou nos installations de gaz et de pétrole? Donc, c'est ce que je vous indique. Il y a un article de Saudoin qui devrait sortir bientôt pour avoir un bilan méthane. Des fois, il était fait avant, à tous les 4 ou à tous les 5 ans. Là, il va en sortir un cette année. Donc, il y a plusieurs auteurs qui signalent que le gaz naturel liquéfié, c'est une mauvaise solution climatique. D'une part, parce que le gaz naturel en est probablement une, et qui dit liquéfaction dit opération supplémentaire. Donc, encore là, il y a des probabilités d'émission, de fuite, etc. Et ça coûte beaucoup d'énergie. Donc, ce qui est écrit ici en anglais, mais je vous le dis vraiment dans mes termes, c'est que finalement, dans un terme assez proche ou un terme un peu plus moyen, c'est vraiment, ça risque de causer un réchauffement planétaire
et de faire en sorte que la transition ne s'effectue pas vers des énergies décarbonées. Donc, on passe par une voie parallèle, mais qui finalement nous retarde sur ce chemin-là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sévères, comme ici un article tout à fait récent, d'à peu près 3 semaines de NACE. Il parle vraiment d'une situation où le gaz naturel qui apparaissait comme un sauveur, un héros, devient maintenant un zéro, au fur et à mesure que les études maintenant sortent, si on peut dire, un peu plus précises. Et ce n'est pas les seuls, il n'y a pas que des scientifiques qui disent ça, il y a même des présidents de compagnies comme Woodside, Chevron, qui disent qu'à cause des fuites, justement, fugitives de méthane, eh bien, qu'on en arrive justement à une situation où le gaz naturel apparaît aussi pire que le charbon et que c'est devenu un nouveau démon, si on peut dire. Donc, ils en sont très conscients et ils essaient de faire en sorte, évidemment, par la voie des lobbyistes, faire en sorte que on essaie de s'en tirer malgré tout. Mais même des gens comme Fatih Birol, qui est le président de l'Agence internationale de l'énergie, qui dit que ça va quand même demeurer le talon d'Achille du gaz naturel. Bien, ce sont évidemment ces fuites fugitives, puis il faut régler la situation des fuites de méthane. En ce qui concerne la substitution, je vais passer bien vite. J'aurais pu présenter plusieurs graphiques. Je n'en présente que 2. Il y en a un ici qui est tiré toujours de l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris, où on peut voir que pour la Chine, d'aujourd'hui jusqu'à 2018, la petite partie que vous voyez en jaune, ça correspond aux diminutions de gaz à effet de serre qui seraient dues à la conversion de centrales au charbon en centrales au gaz naturel. Donc, on voit que c'est vraiment négligeable. Autre graphique ici, ce sont les centrales au gaz qui sont construites par année. Et on peut voir que ça va en diminuant. Donc, encore là, OK, je vais aller un peu plus vite pour essayer de terminer, juste pour vous indiquer que, justement, ce n'est pas clair si ça va être favorable ou non de procéder à la liquéfaction de gaz en termes de lutte au changement climatique. Pour le cas du Saguenay, je vais vous présenter, j'ai fait plusieurs tableaux Excel, mais je vais vous présenter le tableau final, si on peut dire, de ce qui pourrait être les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a l'étude du CIREG qui a été commandée par le promoteur, où on arrive à un total de 28 millions de tonnes par année d'équivalent CO2, alors que moi, j'arrive à 52 mégatonnes. Et pourquoi j'arrive à ce chiffre qui est pratiquement le double? C'est parce que je présume qu'il y a une quantité significative de fuite de méthane. Donc, j'ai présupposé 1,5 % en amont et 1,5 % en aval. Et j'arrive à cette quantité-là. Et il y a eu d'autres études qui ont été faites justement pour l'usine de liquéfaction de Pacifique Nord-Ouest, ou projet Petronas. Et on peut voir que là aussi, les émissions sont quand même assez considérables, comparables à ce que j'ai calculé, et on peut voir que ça excède de beaucoup les cibles de la Colombie-Britannique s'ils veulent respecter justement leur réduction de gaz à effet de serre, pour un seul projet. Donc, je termine maintenant en vous indiquant que nos émissions, malheureusement, vont en augmentant. Il faudrait les réduire pour respecter un certain budget carbone, et plus on attend, plus il faut les réduire rapidement. Donc, si on attend en 2025, on n'a plus que 7 ans pour réagir, ce qui est carrément impossible. Ici, on voit un graphique de Jean-Marc Jancovici où on présente bien qu'à chaque fois qu'il y a une diminution de la consommation d'énergie, on a une diminution du PIB parce que finalement, notre PIB est corrélé à peu de choses près avec notre consommation énergétique. C'est ce qu'on voit ici aussi dans la décomposition de Kaya, comme on le présente souvent. On voit que le rapport entre la quantité de CO2 et la quantité d'énergie demeure à peu de choses près pareil depuis 1990. Il n'y a pas de gain qu'on est allé chercher en termes d'intensité carbonée, alors qu'on s'en est fait vraiment parler souvent par M. Harper. Donc, je conclus sur les 4 prochains points que j'aimerais qu'on se rappelle. C'est que finalement, ce projet-là, pour qu'il se réalise, on a besoin d'un gazoduc de 1 mètre de diamètre, considérable. Deuxième point, c'est que les émissions fugitives de méthane font en sorte que, justement, il n'y a pas de gain suffisant en termes de lutte au réchauffement planétaire. Et en plus,
plus on met de gaz en circulation, plus on fait en sorte que l'essor des énergies renouvelables soit retardé. 85% du gaz naturel extrait sur le continent, c'est du gaz issu de la fracturation. On sait qu'il y a des conséquences, on va le voir dans d'autres exposés aujourd'hui. Et la rente énergétique de ce gaz naturel issu de la fracturation est inférieure à 10, et ça, c'est vraiment insuffisant pour avoir une société développée comme la nôtre. Et je termine en disant que si le projet se menait à terme et qu'on aurait des émissions de l'ordre de 50 millions de tonnes par année pendant 25 ans, et on dépasse le milliard de tonnes d'équivalent CO2 sur la planète. Bien, je vous remercie.